Bonjour à toutes et tous, je suis Véronique Mondin, infectiologue au CHU de Nice. Je remercie les organisateurs de la semaine du bon usage des antibiotiques AntibioEst de me permettre de vous présenter ce travail qui est issu de notre réseau infectiologique PACAEST et qui concerne les cystites récidivantes et qui me permet aussi de faire le lien avec mon autre casquette qui est celle de la promotion de la médecine intégrative et là particulièrement de l'utilisation de l'hypnothérapie. Les cystites récidivantes sont définies par au moins 4 épisodes de cystite par an et touchent environ 4% des femmes. C'est donc une pathologie fréquente dont la physiopathologie est encore imparfaitement connue. Elle fait intervenir bien sûr des bactéries, notamment l'Escherichia coli uropathogène, par le biais de facteurs d'adhérence à la muqueuse urothéliale. Les facteurs favorisants principaux sont hormonaux et sexuels, notamment le syndrome génito-urinaire de la ménopause, ainsi que des troubles digestifs, plutôt diarrhée et poussée hémorroïdaire que la constipation habituellement rapportée. Des causes génétiques faisant intervenir l'immunité vis-à-vis du coli sont évoquées notamment en cas de survenue dans l'enfance. Mais un élément important, méconnu, est soulevé par 34% des patientes de notre cohorte. Il s'agit du stress et d'un terrain anxieux ou neuroticisme, parfois en lien avec des facteurs éducationnels traumatiques. Les cystites récidivantes peuvent être simples ou survenir chez une patiente porteuse de facteurs de complications, l'âge ou des anomalies anatomiques ou fonctionnelles de l'appareil urinaire, notamment des troubles de la vidange vésicale ou de la statique pelvienne. Les cystites récidivantes sont considérées à tort comme bénignes puisque déjà dans cette population, 30% des patientes ont fait au moins une pyélonéphrite. Mais leur impact est global, social, sexuel, professionnel. Le parcours de soins est complexe. L'appréhension de ne pas réussir à obtenir rapidement un rendez-vous ou un traitement renforce l'anxiété. La réponse médicale est monolithique, antibiotique. Les symptômes douloureux durent plusieurs jours. Le catastrophisme bactérien est la règle, trop souvent véhiculé par le corps médical lui-même. Le coût des visites et des traitements est très significatif et au final, la résignation s'installe. L'hypnose médicale est avant tout une pratique, un outil qui nécessite une relation thérapeutique étroite, centrée sur la confiance entre le soignant et le patient. C'est un état de conscience modifié, d'attention et de réceptivité intense, avec une augmentation significative des réactions positives à une idée ou des suggestions. Cette technique utilise l'imagination et la sensorialité pour aller chercher des ressources chez le patient qui devient acteur de son amélioration et de la résolution de ses problèmes. Elle permet un changement et notamment une augmentation du confort par rapport à des symptômes. Grâce à l'IRM fonctionnel et aux dernières technologies de scanner, l'état hypnotique a pu être visualisé et caractérisé sur le plan médical. On sait aussi que cette technique agit en stimulant le nerf vague. Rapidement, le patient peut être en capacité de faire de l'auto-hypnose pour tendre vers l'objectif qu'il s'est fixé. C'est l'importance des facteurs psycho-émotionnels et des symptômes. Nous sommes des enfants de Descartes et de Louis Pasteur avec une vision mécaniste de la maladie. Dans plusieurs traditions, la vision du patient et de la maladie est plus globale, et c'est un déséquilibre qui en permet l'apparition. Claude Bernard disait également « Le microbe n'est rien, le terrain est tout ». Dans la médecine traditionnelle chinoise, le méridien de la vessie est en lien avec l'émotion de la peur, de l'anxiété et de l'insécurité. C'est la recherche de cette vision globale, de l'histoire unique de chaque patiente qui incite à l'utilisation d'une approche complémentaire de type hypnose. Cette technique donne déjà d'excellents résultats dans d'autres domaines et notamment la gestion de l'anxiété et de la douleur dans le syndrome de l'intestin irritable par exemple. Nous avons organisé une consultation dédiée qui nous permet aujourd'hui d'avoir évalué environ 500 patientes
et au cours de laquelle nous utilisons des outils créés par le réseau Infectio-PACAEST, un guide d'entretien exhaustif pour avoir cette vision globale de l'ensemble des facteurs en cause et une fiche d'information délivrée à la patiente. Ces outils sont sur la toolbox du groupe Bon usage des antibiotiques de la SPILF et permettent l'amélioration de la majorité des patientes. À certaines, particulièrement impactées et anxieuses, en situation d'impasse thérapeutique malgré un traitement classique optimal, j'ai proposé un protocole appelé Hypnosist. Ce protocole était une étude de preuve de concept monocentrique interventionnelle non randomisée sur 15 patientes, dont l'objectif principal était l'amélioration de paramètres psychologiques après 3 séances d'hypnose espacées d'environ 1 mois, les patientes étant sollicitées pour réaliser de l'auto-hypnose chez elles ou écouter une bande préenregistrée de relaxation hypnotique. Cet objectif était évalué sur l'échelle anxiété-dépression de Hamilton. Les objectifs secondaires étaient l'évolution de la douleur aiguë et chronique sur l'échelle visuelle analogique et également la réponse à plusieurs types d'échelles analogiques sur la satisfaction globale, la capacité à gérer les symptômes, l'autonomie, le nombre de crises de cystite, l'impact sur la sexualité, le coût de la prise en charge. Les séances d'hypnose étaient adaptées à chaque patiente et leur contenu était fonction des objectifs particuliers de ces patientes, souvent élaborés autour de la gestion du stress, de la douleur ou de la représentation des infections. Sur le tableau en haut à gauche, vous pouvez voir les caractéristiques de ces patientes dont la moyenne d'âge était de 65 ans et dont la plupart avaient subi une chirurgie pelvienne et avaient donc un facteur de complication. Hystérectomie, cure de prolapsus. Plusieurs présentaient également des troubles de la vidange vésicale ou une immunosuppression. Sur le tableau en haut à droite, on peut voir les données quantitatives et combien elles étaient impactées par cette pathologie. La plupart d'entre elles la subissaient depuis plus d'une dizaine d'années, avec 15 épisodes de cystite annuelle, 12 ECBU, 15 traitements antibiotiques par an et presque 11 consultations médicales, pour un coût de 534 € environ par an. Sur le tableau en bas à gauche, on peut voir les résultats sur l'objectif principal, et notamment sur l'anxiété, avec une évolution statistiquement significative dès la première séance et qui perdure dans le temps. L'évolution sur la dépression est moins nette, mais les patientes étaient moins déprimées qu'anxieuses. Sur le tableau en bas à droite, on note sur l'évolution de la douleur chronique une nette amélioration qui s'accentue au fur et à mesure du temps et de la pratique de l'hypnose et de l'auto-hypnose. En ce qui concerne la douleur aiguë, elle est plus fluctuante. Et si on retourne au tableau en haut à droite, on peut voir les données quantitatives pendant l'année qui suit le protocole et constater déjà une réduction très franchement significative du nombre de cystites qui est passé à 5,9 par an, du nombre de consultations médicales, de traitements antibiotiques et d'analyse d'urine, avec un coût annuel de la prise en charge qui est de plus de la moitié inférieur au coût de l'année précédente. Au total, les patientes étaient très satisfaites de leur évolution. Seulement 4 patientes n'en avaient pas tiré de bénéfice, étaient celles qui ne faisaient pas d'auto-hypnose à domicile. Ces résultats particulièrement intéressants caractérisent une approche de médecine dite intégrative et devraient participer à son développement. La médecine intégrative, c'est donc le passage d'une approche centrée sur la maladie, selon la biomédecine, à une approche centrée sur le patient, en tenant compte de ses particularités, de ses valeurs, de sa participation. Elle permet l'intégration de la multiplicité des causes et des solutions. Elle utilise pour cela des techniques complémentaires, dites non conventionnelles, ou des interventions non médicamenteuses, dont la plupart ont déjà été validées scientifiquement. Elle permet l'amélioration de la relation soignant-patient, une approche qualitative centrée sur la satisfaction du patient et la pertinence des soins. Elle permet la réduction de l'utilisation des médicaments, ce qui dans le domaine de l'infectiologie est particulièrement intéressant pour limiter la résistance bactérienne aux antibiotiques.
Et pratiquée à l'hôpital, elle permet l'évaluation, la sécurité et l'égalité des soins. Enfin, elle rentre dans l'enseignement puisqu'à partir de cette année, l'item 327 de l'ECN est consacré à la médecine intégrative. Récemment, dans le domaine de l'infectiologie, elle a pu être intéressante, notamment dans l'EMDR pour traiter le stress post-traumatique de la Covid, l'acupuncture également dans le cadre des cystites récidivantes, et la phytoaromathérapie dans le cadre de pathologies pulmonaires ou urinaires, et notre prochain protocole, Cystalterna, va utiliser cet outil. Un grand merci pour votre attention, et si ce concept de médecine intégrative et ses liens avec l'infectiologie vous intéresse, vous pouvez me contacter. Avec plaisir. Au revoir.